on s'est intéressé un petit peu aux achats de tableaux de Mohammed Ben Salman et on est d'abord tombé sur un article de Forbes Alors, qui passons. était assez alléchant. Vas-y, je te laisse. Alors, mettons un peu plus le résumé. Il y a un documentaire qui va sortir dans les jours qui viennent, qui a été tourné par un réalisateur français sur un achat récent du prince Mohammed Ben Salman, le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite, qui en fait aurait acheté un Léonard de Vinci pour 450 millions de dollars. Petite somme, hein, que dalle, quoi. Mais et le documentaire affirme que le Léonard de Vinci serait un faux et MBS, comme le titre nous le dit plus haut, aurait mis la pression sur le Louvre et sur le gouvernement français pour mentir sur l'attribution du tableau. Alors, du coup, on a dit. Bon, alors, Alors du donc, coup, je pense que tu as pas mal t'as résumé déjà les voilà. premiers Et points donc, de voilà l'article. l'article. Donc, le tableau en question, est-ce qu'on peut le voir? Il est un peu plus bas. Enfin, Alors, on le voit là-haut. ouais. C'est un tableau qui a été miraculeusement retrouvé. En fait, qui a été acheté à New York en 2005 dans les caisses d'une galerie d'art pour 1175 dollars. Alors, il était en assez mauvais état, sombre, et en fait, le mec qui l'a acheté connaissait le style de Léonard de Vinci, reconnaissait et a payé pour une restauration, et là, miracle, un magnifique visage du Christ. On rapporte que des connaisseurs d'art rapportent que le tableau serait le frère jumeau de la Mona Lisa. Donc vous voyez un peu l'importance que pourrait avoir une découverte artistique de ce niveau-là. Et du coup, plusieurs experts le notent comme un véritable Léonard de Vinci. Et du coup, après avoir été acheté pour 1175 dollars, il est revendu à un oligarque russe pour 127 millions de dollars 2 ans plus tard. Et donc, ce que raconte l'article de Forbes, c'est donc que Mohammed Ben Salman l'aurait acheté. Donc, même ça, Pour 450 millions. c'était pas tout à fait officiel, l'achat. Non. Ça a Il a été acheté. racheté Ouais, discrètement lors d'une vente aux enchères discrètement. avec. Et ce qu'explique Forbes, c'est qu'il y aurait eu des négociations entre le Louvre Ouais. et le D'accord, Mohammed il Ben manque quelque chose. Salman, qui n'acceptait que son tableau soit exposé au Louvre que si le Louvre certifiait Ah que non, non, son attends. tableau Il manque était un bien. truc. Ben, Il manque un truc. Là, à ce moment-là, après avoir été vendu, d'après le documentaire et donc l'article de Forbes, c'est là que de nouvelles expertises menées par le Louvre mettent en doute l'authenticité. C'est-à-dire, ils mettent pas en doute l'authenticité que le tableau vient bien de la bonne période, ils pensent que c'est un tableau qui serait sorti de l'atelier de Léonard de Vinci et pas forcément de la main de Léonard de Vinci, sachant qu'un tableau de entourage de, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'un tableau de la main de. Je pense que vous en doutez. Et du coup, voilà, là on en vient à ce que tu dis, David, c'est que à ce moment-là, Ben Salman, qui commençait à trouver que ça puait un peu, a, euh, a négocié pour que le tableau soit exposé au Louvre dans une exposition Léonard de Vinci, et en même temps mettait la pression sur le Louvre pour que le Louvre publie une étude disant que eux pensent que le tableau est de la main d'eux, pas de l'entourage d'eux. alors, donc ça c'est donc l'histoire racontée par l'article de Forbes. Mais bon, ce qui est, donc, quand on a découvert ça, on était plutôt enthousiasmé. Ça ressemblait à un petit article fort rigolo en mode
la pression de l'Arabie Saoudite sur le musée du Louvre. C'est rigolo. Mohamed Ben Salman a acheté un faux, il s'est fait avoir, ce qui est le titre de l'article de Forbes. Et finalement, c'était pas véritablement le cas. Ça avait l'air assez drôle. Et puis, en fait, on s'est rendu compte en creusant un petit peu que l'affaire était plutôt plus compliqué que ça et que y avait différents points de vue là-dessus, entre autres en regardant un article de France Culture qui est un petit peu plus récent. Donc le documentaire en question, on ne l'a pas vu, hein. Il est sorti aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ou hier, on ne l'a vu ni l'un ni l'autre. On a vu des résumés disant qu'il y a plusieurs, dans ce documentaire, sous le sceau de l'anonymat, il y a plusieurs officiels de l'État français qui parlent des pressions diverses que Ben Salman aurait fait. Et sachant que plusieurs de ces officiels disent que pour eux, le tableau est faux. Mais du coup, voilà, on arrive. Selon le documentaire. Donc, selon le documentaire, selon les officiels anonymes. Oui, l'article de France Culture est pas mal plus nuancé, on va dire, que l'article de Forbes. Ils expliquent entre autres que aujourd'hui il y a une nouvelle controverse. Le magazine La Tribune de l'Art assure que le Louvre a abouti à la conclusion inverse de celle du documentaire. Pour eux, le tableau est effectivement de la main de Léonard et seulement de la main de Léonard, et la communication de cette information aux Saoudiens aurait eu lieu en 2019. Et puis il y aurait aussi un article du New York Times qui ajoute que le Louvre a certifié que le tableau était une œuvre de Léonard, mais a gardé les conclusions secrètes après une dispute avec ses propriétaires, donc avec Mohamed Ben Salman. Du coup, on a été jeter un œil à ces deux articles. L'article de la Tribune de l'Art, qu'on a assez peu l'habitude de consulter. On consulte assez peu la Tribune de l'Art. La Tribune de l'Art, c'est un magazine qui a une certaine ancienneté, mais qui est extrêmement anecdotique et extrêmement pour le milieu de l'art. Enfin, c'est le milieu de l'art se parlant à lui-même. Mais c'est des endroits où, justement, on a les dramas qui vont en profondeur pour ce genre de choses. Donc, ce que nous dit donc Didier Rickner, rédacteur en chef de la thèse accréditée par les témoignages à visage caché d'un haut fonctionnaire au ministère de la Culture et de Jacques, haut fonctionnaire du gouvernement, est la suivante. Le Louvre ne l'aurait pas exposé car il aurait considéré, après une étude approfondie en laboratoire, que le tableau était dû à l'atelier de Léonard de Vinci avec seulement une participation minime du maître. Mais si le film est par ailleurs excellent, cette partie est fausse comme nous pouvons le démontrer ici. Donc, ils enchaînent un petit peu plus loin dans l'article. Donc, ce sur quoi l'article est centré, c'est donc sur une revue qui était censée accompagner cette exposition au Louvre, qu'aurait publié le Louvre, où il parlait de ce tableau, il le reconstitualisait, etc. C'est un truc qui était censé être vendu lors de l'exposition qui finalement n'a pas eu lieu. Enfin, en tout cas, ce tableau-là n'a pas été présenté lors de cette exhibition. Mais le fascicule qui était censé accompagner tout ça, lui, a bel et bien été vendu par erreur pendant un petit moment au Louvre. Et donc, un certain nombre de personnes, dont a priori la Tribune de l'Art, sont tombées sur ce fascicule et ils expliquent un petit peu le contexte. Alors, ils expliquent que c'est erroné d'affirmer, comme le fait Jacques. Donc Jacques, c'est le pseudonyme du haut fonctionnaire dont on parlait plus haut. Voilà, tout à l'heure. Qu'à l'issue du processus, le verdict tombe et que l'expertise scientifique a permis de démontrer que Léonard n'a fait que contribuer à ce tableau. Il n'y a pas de doute, donc on en a informé les Saoudiens. Bien au contraire, donc le Louvre ont abouti à la conclusion inverse. J'ai un petit peu mon explication portée sur des citations qui sont un petit peu plus loin. Voilà, donc il se base donc sur cette revue qui a été publiée. Donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Et il nous donne un certain nombre de petits extraits de cette revue qui sont
en effet très affirmative. Donc la préface de Jean-Luc Martinez, je ne sais pas qui est Jean-Luc Martinez, qui explique que les résultats de l'étude historique et scientifique présentée dans cet ouvrage permettent de confirmer l'attribution de l'œuvre à Léonard de Vinci, une hypothèse séduisante proposée au début des années 2010 et qui a parfois été contestée. Bon, ils ne disent pas seulement à Léonard de Vinci. Ils disent dans l'introduction, c'est un petit peu plus nuancé. Donc, pour préciser, vas-y. Jean-Luc Martinez, président directeur du Louvre. Donc, ok. Tu peux pas faire plus haut au Louvre. Vincent Delieuvin, pareil, qui conservateur en charge des peintures italiennes, tous ces arguments invitent à privilégier l'idée d'une œuvre entièrement autographe, donc entièrement de Léonard de Vinci. Et enfin, Elisabeth Ravaud et Myriam Nevlo dans la partie études scientifiques qui conclut à la suite de l'étude approfondie des tableaux de la collection du Louvre, plusieurs procédés observés sur le Salvator Mundi nous semblent relever de la technique de Léonard, l'originalité de la préparation, l'emploi du verre broyé et l'usage remarquable du vermillon dans les ombres et la chevelure. De plus, ces dernières données plaident toutes pour une exécution tardive, postérieure au Saint Jean-Baptiste, probablement à partir de la deuxième période milanaise. Alors, j'ai un petit peu lu le truc, moi ça me surprend toujours qu'on arrive à attribuer avec autant de précision en se basant sur tous ces petits détails, mais ces gens savent de. Enfin, moi, c'est leur métier. Voilà, c'est leur métier, c'est pas le. Tu vas pas te mettre à pas faire confiance aux experts. Non, mais au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça marrant le type de détail, enfin le fait de se baser sur le type de poudre employée à tel endroit. Léonard de Vinci faisait ses cheveux de telle manière en utilisant des pinceaux à 3 poils et pas à 4 poils, enfin ce genre de truc, c'est marrant quoi comme truc. L'idée n'était pas de contester la valeur du truc. Donc bon, on voit que si le contenu de cette revue est vrai, bon, ils sont peut-être pas hyper affirmatifs, mais en effet, ça va dans le sens de Mabem Belsalmel. Ils sont aussi affirmatifs qu'un expert en fait peut l'être de nos jours. Exactement. Il y a des arguments, ils s'appuient sur des trucs, c'est assez objectif. Ensuite, le truc, c'est que même si ils ont signé, le truc n'a pas été publié. Donc il y a un petit point d'interrogation de pourquoi il n'a pas été publié, au-delà de... Alors, on a une explication de pourquoi il n'a pas été publié, de pourquoi le tableau a pas... On a une explication alternative de pourquoi le tableau n'a pas été exposé, mais il n'y a pas d'explication officielle. Donc, on est forcé toujours de garder un peu de conditionnel. Justement, je ne sais pas si tu veux peut-être enchaîner et lire... Mais bien sûr. La et alors, suite. Pourquoi, du coup, si le Louvre ne pense pas qu'il était faux, est-ce qu'il n'a pas été exposé ? Donc, comme le dit l'article, le problème est venu du souhait des Saoudiens que le tableau soit exposé à côté de la Joconde. Ouais, non, parce que vous comprenez, chez nous, la Joconde, c'est au top et on protège un peu. En fait, d'une part, ça aurait occasionné des problèmes de sécurité, en raison de l'affluence à prévoir du simple fait de la présence de ce tableau très médiatisé en ce moment-là à côté de la Joconde. D'autre part, ils estimaient que si ce tableau avait toute sa place dans l'exposition, il n'y avait pas de raison d'en faire, pour de mauvaises raisons liées à son prix d'adjudication, le tableau le plus important de la rétrospective. Donc, traduction, on voulait pas dire qu'il était aussi bien que la Joconde, vous savez. Il a coûté cher, hein, mais la Joconde, c'est mieux. Bref, de la politique franco-française. Franco-française et saoudienne, quelque part. Enfin, voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que bon, ça a l'air d'être vraiment une guéguerre d'ego, mais qui a des conséquences assez importantes dans le monde de l'art. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'auteur du documentaire, donc Antoine Wittkin, il est interviewé donc par cette revue. Il est aussi cité, interviewé dans l'article de France Culture. En fait, c'est une interview de l'auteur du documentaire. Et donc, il a été interrogé sur le fait que pas mal de gens n'étaient pas d'accord avec lui. Et il répond et il est cité dans l'article en question. Donc, il explique que les Saoudiens avaient vraiment envie d'exposer le tableau.
il reste sur ses positions, qui sont pas exactement celles résumées dans l'article de Forbes. En gros, il se plaint aussi qu'un certain nombre d'articles ont assez mal résumé ses positions. Mais bon, donc là, ils disent, les Saoudiens avaient dit, l'auteur du documentaire, les Saoudiens avaient vraiment envie d'exposer le tableau. Ils étaient fortement embarrassés qu'il puisse exister des doutes sur son attribution. Bon, on peut le comprendre. Enfin, rien de ce qu'on nous a expliqué ne va à l'encontre de ça. Sur le fond, je maintiens que mes informations, qui sont d'origine multiple, celles que j'évoque dans le documentaire, je maintiens mes informations qui sont d'origine multiple, déjà celles que j'évoque dans le documentaire, mais aussi d'autres sources, notamment écrites, parfois plus précises. Je me suis bien sûr intéressé à ce fameux catalogue qui aurait été publié en décembre, ce que le Louvre n'a jamais voulu confirmer. Mon hypothèse est que si ce catalogue existe, cela pourrait s'expliquer par le fait que le Louvre devait, dans tous les cas, se préparer à exposer le Salvador Mundi aux conditions saoudiennes si Emmanuel Macron n'avait pas refusé de donner suite aux exigences saoudiennes. L'exposition du tableau avec une attribution certaine à Léonard de Vinci. C'est dans ce cadre-là que je comprendrai l'existence de ce catalogue et les conclusions qu'on lui prête. Alors, disons que je vois pas le président directeur du Louvre et un expert reconnu se prêter à une authentification fausse en signant de leur vrai nom. C'est quand même. Ce serait, c'est contraire à toute déontologie et je vois pas, surtout qu'en plus c'est un peu. Ça ressemble un petit peu à des mécompréhensions du fonctionnement de la science, c'est-à-dire que si jamais ils ont fait une expertise, c'est pas juste un gars qui a fait son expertise dans son coin. Enfin, il y a certains cas où ça peut l'être, mais là on voit qu'ils sont plusieurs assignés. Il y aurait le président du Louvre qui aurait été... Enfin, des complots à 20 personnes pour ce genre de truc, ça ne marche pas. Enfin, ce serait... Ça peut arriver. Disons que c'est pas non plus un énorme complot, c'est pas... disons que c'est pas impossible aussi qu'il y ait des impératifs, des raisons d'État et qu'il puisse... que le président directeur du Louvre puisse être sujet à des pressions, mais c'est quand même gros. En fait, moi, ce que je dirais surtout, c'est que en vrai... je sais pas où est-ce qu'il l'explique, mais Antoine Vitkin, ce qu'il dit, c'est que lui-même n'a jamais dit que le tableau était un faux. Lui-même est d'accord sur le fait qu'il y a eu une contribution de Léonard de Vinci. Et la question, c'est de quantifier la contribution de Léonard de Vinci. Et ça, quelque part, c'est aussi une question d'appréciation. C'est-à-dire que avec le même truc, si jamais si jamais on considère que le tableau est à... Je spécule un petit peu là, mais si jamais on considère que le tableau est à 60% Léonard de Vinci, avec la même information, tu peux la tourner plus d'une manière 60% de Léonard de Vinci, ça veut dire que c'est un vrai Léonard de Vinci, ou tu peux la tourner de façon il y a quand même 40% d'autres contributeurs, et donc on ne peut pas vraiment parler de Léonard de Vinci, on doit davantage parler sachant que le pourcentage n'est sûrement pas aussi précis que ce que je suis en train de dire. Et j'ai l'impression qu'en fait, en vrai, il y a pas mal de choses qui se nichent dans cette interprétation qui est assez libre finalement. Donc, bon, la revue lui répond, explique nous avons aussi des sources d'origine multiples. Outre le livre que nous avons pu consulter, nous avons donné, dont nous avons donné des extraits, nous confirmons qu'il porte la date de décembre 2019. A priori, ce livre, on en trouve des traces à pas mal d'endroits. A priori, il y a beaucoup de gens qui ont eu accès. Peut-être même que si nous, on avait cherché un petit peu plus en avant sur Internet, il y a peut-être des PDF qui traînent quelque part. Je ne sais pas, mais a priori, il y a pas mal de gens qui disent y avoir eu accès. Et nous ne croyons pas une seconde qu'il soit possible que le Louvre et le CE2RMF aient envisagé de créer ce qui s'appartiendrait à un véritable faux pour confirmer une attribution à laquelle ils ne croiraient pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons par ailleurs pu lire cet ouvrage et les 2 essais qu'il contient, et l'hypothèse d'une mystification ne tient pas. Bon, ça, c'est une affirmation, c'est leur point de vue.
Sachant qu'à côté, ce que disent les experts américains qui sont passés dessus lors de la première vente, c'est que, quoi qu'il arrive, malgré tout, l'attribution va être difficile à assurer à 100% parce qu'il y a eu des travaux de restauration un peu barbares, assez extensifs. Donc, malgré tout, le doute restera, à mon avis, éternellement. Enfin, on trouvera toujours un expert pour dire que le doute est trop fort pour donner une attribution complète, quoi. Je te laisse lire la suite si t'es chaud. Alors, du côté français, il y avait deux positions. Celle de Riester au ministère de la Culture et celle de Le Drian au ministère des Affaires étrangères. Parenthèse, alors, Le Drian, un de nos ministres préférés. Faut que tu expliques qui parle là. C'est les hauts fonctionnaires cités dans le documentaire. Oui, donc les hauts fonctionnaires, donc des insiders qui ont vu les disputes internes de l'État français. Donc, ma position, donc Jacques, que j'ai relayée au plus haut niveau de l'État, c'était que la demande saoudienne était disproportionnée. L'exposition aux conditions saoudiennes, ce serait du blanchiment d'une œuvre de 450 millions de dollars. On croit comprendre que Riester aurait soutenu le Louvre, qui n'aurait pas cru à l'attribution, et que Le Drian aurait souhaité exposer le tableau sous le nom de Léonard pour des raisons diplomatiques. Donc du coup, ils sont un peu, au final, chacun dans leur rôle. Le ministère de la Culture défendait le Louvre, le ministère des Affaires étrangères défendait l'intérêt de la France par rapport aux puissances étrangères. Et exposer le tableau à côté du Mona Lisa, effectivement, ça aurait été une validation sans doute de l'enchère exceptionnelle pour obtenir son achat, j'imagine. Ça peut être vu comme ça. Et du coup, donc on arrive à la conclusion de l'article. Donc, du coup, bon, ce qui est quand même acté, c'est qu'au final, le Louvre n'a pas publié cette expertise. Et donc là, ils se mettent à spéculer sur les raisons qui ont amené le Louvre à ne pas publier cette authentification qui, de leur point de vue, est vraie. Donc, bon, ils écartent le fait que ce soit l'Arabie Saoudite qui n'ait pas voulu qu'elle soit publiée parce qu'eux considèrent qu'elle va dans le sens de ce que souhaite Mohammed Ben Salman. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas possible. Ils écartent aussi le... Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. J'essaie de récupérer la canne à pêche. Je m'excuse de ce contretemps. Ils écartent aussi le fait que ça vienne du ministère de la Culture ou du ministère des Affaires étrangères qui ne voulait pas nuire aux opérations avec l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire, Jean-Yves Le Drian, ministère des Affaires étrangères, a priori n'a pas intérêt à provoquer une rupture diplomatique avec Mohammed Ben Salman là-dessus. Surtout, une exposition, il s'en fout, et l'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié dans plein de choses de la France, donc se fâcher pour ça, je pense que Jean-Yves Le Drian, il n'a pas envie. Quoi. Et eux, leur hypothèse serait que ce serait une opération venant des Émirats Arabes Unis qui voit d'un mauvais œil le partenariat culturel qui s'instaure avec la France et le Louvre avec le Louvre Abu Dhabi. Alors, c'est là que c'est, comme toujours, c'est intéressant de chercher un petit peu d'où proviennent les articles et qui est exactement ce Didier Rickner, parce que je pense que l'article est assez intéressant. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais sur son hypothèse, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que Didier Rickner est aussi connu pour être à l'origine d'une pétition en 2007, Les musées ne sont pas à vendre, où il s'opposait à la création du musée du Louvre à Abu Dhabi et la coopération aussi avec le High Museum d'Art d'Atlanta. Bon...
est-ce que son hypothèse est parfaitement vérifiée et est-ce qu'il connaît bien les arcanes de la politique des musées français, c'est possible. De la coopération des musées français. Oui. Ou est-ce qu'il a une petite obsession contre Abu Dhabi et le Louvre Abu Dhabi et il voit du coup la main de son ennemi partout? Je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout suffisamment expert là-dessus. Pour pouvoir en juger. À côté, on peut aussi être au milieu d'une querelle entre différents services de la culture française, certains pro Louvre Abu Dhabi, certains pro coopération avec l'Arabie Saoudite, pour des raisons, disons qu'il y a un expert du milieu, s'il nous écoute, serait le bienvenu pour venir nous éclairer là-dessus. Yep. Donc, il y a eu un autre article là-dessus. Bon, ce qui est intéressant au niveau de l'article du New York Times, c'est juste de voir que y a plusieurs sources discordantes, on va dire, par rapport à la thèse de Forbes et du documentaire. Je ne sais pas si tu veux le lire. Alors, laisse-moi juste remettre le bon écran plein. Alors, Far From It. Du coup, je le traduis. Si tu te sens, ouais, ce serait pas mal. Alors, donc, loin d'être une dispute sur l'attribution du tableau, son retrait apparaît en fait être une question de pouvoir et d'ego. Certains sceptiques du monde des arts disent qu'ils suspectent que les Saoudiens n'avaient jamais eu sérieusement envie d'inclure la peinture dans l'exposition française et voulaient au contraire garder l'œuvre sous couverture pour accroître son potentiel commercial le jour où ils le révéleront vraiment dans le fameux projet de tourisme au cœur du royaume, en collaboration avec la France, et qui est censé, il me semble, être fait par Jean Nouvel. Donc des actuels et précédents officiels français, néanmoins, disent que les Saoudiens avaient extrêmement envie de voir leur trophée nouvellement acquis pendre juste à côté de la peinture la plus célèbre du monde. Rejetant ces demandes comme irrationnelles et ingérables, les Français, en retour, ont refusé par rétorsion, de publier leurs propres analyses positives de l'authenticité, à moins que les Saoudiens ne laissent le Salvator Mundi être inclus dans l'exposition au Louvre, mais d'une façon que les Français pouvaient accepter. Et visiblement, les deux côtés. Et donc, ce que dit l'article, c'est que les deux côtés se sont butés sur leur position et on s'est retrouvé avec le tableau retiré à la dernière minute et l'expertise balancée à la poubelle immédiatement. Malgré leur... Pardon. Oui, non, j'allais le dire en deux mots. Bon, un petit peu plus loin, il confirme donc l'existence de ce fameux magazine de 46 pages auquel eux aussi ont eu accès. Des copies scannées confidentielles auraient circulé à l'époque. C'est trop bien, on est revenu à l'époque des fanzines, quoi. Exactement, mais un fanzine du Louvre, un bootleg du Louvre, transporté à la photocopieuse. Et bon, là, c'est un petit peu les mêmes citations qui est écrit dans que dans l'autre article. C'était juste pour dire qu'il confirmait le contenu de la revue. Et du coup, avec les Français qui refusent de parler de la peinture et les Saoudiens qui refusent de la montrer, les rumeurs et les questions ne font que s'accroître. Et en plus, la réputation du tableau en souffre. Voilà, donc, du coup, c'était, on va à peu près conclure là-dessus. Au final, c'était une petite anecdote sur laquelle on a passé énormément de temps, mais je trouve que c'était assez rigolo de montrer comment un premier article complètement anodin qui a l'air juste rigolo, quoi, je parle de l'article de Forbes, peut
donner lieu à des ramifications assez complexes quand on commence à creuser le truc, en fait. C'est aussi assez intéressant de voir combien de temps met pour des disputes de couloirs, de palais, des trucs qui sont extrêmement abstraits entre personnes importantes, finissent par arriver dans la presse et qu'il faut il faut toujours avoir plusieurs sources et prendre le temps d'analyser parce que ce qui arrive à la surface de ce genre de dispute qui arrive très profondément sous la surface est toujours un peu trouble et pas toujours évident. Yep. Enfin, j'aime bien par contre la conclusion donc de l'interview d'Antoine Wittkin sur France Culture, où il conclut: les enjeux financiers, politiques et diplomatiques polluent l'expertise et donc la vérité scientifique qui devrait émerger. Et ça, quoi que soit finalement le résultat de cette expertise scientifique, que le tableau soit à 100% à Léonard de Vinci ou provienne essentiellement de son atelier, je pense que c'est assez valable, vu que on ne sait toujours pas. L'enquête, l'expertise du Louvre n'a toujours pas été publiée. Alors officiellement, il se retranche derrière le fait que quand le Louvre fait une expertise pour un anonyme étranger, eh bien, il ne publie pas les résultats parce qu'ils sont sous c'est la personne qui a acheté cette expertise qui en est propriétaire vraiment. Et si l'expert commence à parler à tort et à travers alors que son client ne l'a pas permis, c'est un peu...